Bien que née dans les frimas du Québec, c'est vers le sud que nous entraîne Florence K. Sa musique emprunte au rythme coloré de Cuba ou du Brésil. Auteure, compositrice, interprète, Florence K promène aussi avec dextérité ses doigts sur le piano. Parfaitement polyglotte, elle chante aussi bien en anglais, en français ou en espagnol. Elle est maintenant avec nous pour Francophonie en fête, Florence K. Bonjour, alors me revoici, je suis Florence K, toujours, et je suis heureuse d'être avec vous pour cette deuxième partie du moment qu'on passe ensemble en français. Et pendant la demi-heure qui suit, je vous propose un atelier, une discussion sur le pouvoir de l'écriture, en français évidemment, ma langue maternelle, le pouvoir de l'expression des mots justes pour justement canaliser nos émotions aussi. C'est un pouvoir très libérateur. Et aussi pour participer, l'écriture participe justement à notre culture. On laisse des traces avec les mots qu'on écrit. Et puis un jour, ces traces parfois peuvent nous servir dans notre vie plus tard et aussi peut-être dans la vie des autres. Donc, pour commencer, je vais vous parler justement de ma propre expérience d'écriture. Et puis ensuite, on va parler un petit peu justement des différents types d'écriture, que ce soit en chanson, en journal intime, en récit de vie, l'écriture d'un livre ou d'une nouvelle par exemple. On va parler à travers ça justement de l'émotion à travers les mots. Et puis du concept de récit de vie. Le concept de récit de vie qui est très thérapeutique aussi. C'est une approche qu'on étudie en santé mentale également. Donc, commençons à l'instant même. Je vous parle de mon rapport avec l'écriture. J'ai toujours aimé les mots. J'ai toujours aimé les mots parce que je trouve que les mots sont une façon de concrétiser notre réalité. Quand on connaît la définition juste d'un mot, ça permet de déguiser notre sens de ce qu'on vit et de ce qu'on voit. Et il y a de grandes subtilités entre certains mots qui peuvent apparaître à première vue comme étant des mots semblables, des mots similaires. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et justement, choisir un mot plutôt qu'un autre peut complètement changer la phrase, le sens d'une phrase. Donc, quand j'étais petite, ma mère m'a appris à lire très jeune. Je lui avais demandé, j'adorais les livres. J'ai commencé à lire des romans aussi très rapidement. Ça a toujours été un univers pour moi où je me réfugiais, en fait. C'est un univers, pour moi, je le voyais comme un voyage. Quand on plonge dans un livre, dans une histoire, c'est un peu comme quand on va au théâtre ou au cinéma ou qu'on fait un voyage, il y a un sentiment d'évasion. Il y a un sentiment de partage aussi, parce que l'auteur partage avec nous sa vision du monde, ses idées du monde, son imagination, et nous permet d'entrer dans son univers. C'est aussi un point de repère pour l'être humain, parce que quand on lit la façon dont quelqu'un se sent ou s'est senti, surtout quand on lit des livres qui datent d'il y a plusieurs siècles, par exemple, on retrouve que l'émotion humaine était pas mal la même qu'aujourd'hui, que les êtres humains travaillaient avec les mêmes matériaux émotifs que nous aujourd'hui même. Lire aussi, ça nous permet d'apprendre, évidemment. Lire, c'est l'apprentissage, c'est la base à l'école, mais ça nous permet d'en découvrir plus sur les générations passées aussi, sur comment on vivait. Ça nous permet de découvrir un pays, une période de l'histoire. Donc, pour moi, il n'y a que des beaux côtés à la lecture. Et puis, l'étape suivant la lecture, évidemment, c'est l'écriture. L'écriture, on dit souvent, il y a un talent inné pour l'écriture. C'est sûr et certain, il y a quelque chose d'inné, il y a quelque chose d'acquis aussi, comme dans tout. C'est drôle parce que Aristote, le philosophe grec, il pensait que on naissait justement comme une table rase et qu'on apprenait tout. C'était l'empirisme. Et Platon lui disait, non, 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 on naît avec tout en dedans de nous, le talent, et c'est à nous de le découvrir. Moi, je suis plutôt d'avis que c'est un mélange des deux. Donc, on peut naître justement avec peut-être une facilité à exprimer à travers les mots ou l'écriture ou l'art ce qu'on ressent. Mais c'est sûr que d'être exposé à la lecture dès qu'on est jeune, ça facilite par après. L'écriture aussi, bon, quand on pense à un roman qu'on lit, il y a beaucoup, on peut aimer ou ne pas aimer ça. Il y a des critiques qui sont faites autour de ça. Mais l'écriture, d'abord et avant tout, on la fait pour soi.
On la fait parce que c'est une façon d'immortaliser le courant de nos pensées. Et pour revenir un peu à ma propre histoire, c'est en découvrant l'outil du journal intime quand j'étais enfant que j'ai pu comprendre à quel point c'était un outil important pour passer à travers les moments les plus difficiles et aussi pour pouvoir archiver les moments les plus beaux aussi, les moments les plus fun, la joie. Alors, à la fin de mon adolescence, j'avais 12 journaux intimes d'une centaine de pages et puis aujourd'hui, je les ai encore évidemment et c'est le fun de me replonger dedans parce que je vois comment je pensais à l'époque, l'évolution, si aujourd'hui des choses que je ressens se retrouvaient à l'époque de la même façon. Après ça, quand on entame une thérapie, par exemple, ça peut être des outils utiles d'aller revoir comment on vivait les choses aussi. Puis c'est sûr que quand j'écrivais ces journaux intimes-là, je ne me censurais pas. Et ça, c'est important quand on écrit pour soi, de ne pas se censurer. Il n'y a pas de mal à écrire quelque chose de négatif, quelque chose qui nous prend à cœur. Il n'y a pas de mal à griffonner une page de mots qu'on a besoin de sortir. C'est à nous, ça nous regarde. Et souvent, en exprimant ces mots sur un papier, on les voit, ça crée une distance. Et justement, c'est là qu'on peut commencer à les sortir de nous puis à en guérir de ces émotions-là. Alors, après les journaux intimes, j'ai découvert l'écriture des chansons. Et pour moi, étonnamment, même si j'ai toujours aimé travailler avec la langue française, tant au niveau de la lecture ou de l'écriture, c'était un exercice très difficile pour moi d'écrire des textes de chansons en français. Parce que dans le journal intime, si j'avais quelque chose à dire, je pouvais le faire en 20 pages ou en 10 pages ou en 5 pages. Mais une chanson, c'est un cadre. Écrire une chanson, c'est un art. Il y a un cadre là-dedans qui entoure l'écriture, le nombre, par exemple, de mots par phrase. Si on écrit le texte avant la musique, ça peut parfois être plus facile pour l'écriture du texte parce qu'on a une plus grande liberté. On sent que le compositeur va s'inspirer de nos mots pour trouver des mélodies. Mais ça nous arrive parfois d'avoir déjà une mélodie et de devoir trouver les mots qui vont aller dessus. Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que justement, on peut être limité dans le temps, dans le nombre de phrases, dans les rimes, dans la façon aussi de le genre de musique qu'on veut faire. Mais en même temps, avoir des contraintes, avoir un cadre, c'est extrêmement puissant pour la créativité. Parce que la créativité, c'est tellement immense, c'est tellement un monde vaste, un monde qui n'a pas de limite, que ça peut être difficile de savoir exactement ce qu'on veut ressortir, ce qu'on veut saisir, ce qu'on veut démontrer. Ça peut même être un casse-tête. On peut ne pas savoir par où commencer, par où terminer. Et quand on nous donne un cadre comme ça, on est capable justement de se donner des points de repère du début à la fin. Mais c'est un exercice difficile. Et quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'étais beaucoup plus à l'aise à écrire dans d'autres langues que ma langue maternelle, à écrire en anglais ou en espagnol. C'était quelque chose, peut-être parce que j'avais peut-être moins de vocabulaire à ce moment-là. Le vocabulaire limité me permettait d'avoir un moins grand choix. Et encore une fois, ça revient au fait de dire que les limites, les contraintes dans l'écriture peuvent faciliter la tâche. Mais en français, c'était extrêmement difficile. Pourtant, je n'avais jamais eu de problème à écrire des textes à l'école ou dans mes journaux intimes. Et j'apprends encore à écrire en français. Je vous le dis, j'ai enregistré mon premier album entièrement en français l'année dernière. Et c'est pas... J'ai eu besoin de beaucoup d'aide de la part d'autres auteurs, des auteurs professionnels, des auteurs qui ne font que ça, travailler avec les mots. C'est leur matériel, leur matériau premier pour construire leur art. Et ils m'ont beaucoup aidé, mais même à ça, c'est pas quelque chose qui vient facilement pour moi, d'écrire des textes de chansons, contrairement à la musique qui coule de façon beaucoup plus libre en moi. Par contre, quand j'ai écrit mon premier livre, un récit de vie, donc sur mes épisodes de troubles de santé mentale, en 2015, c'est arrivé d'une façon extrêmement fluide. Ces mots-là, parce que j'avais des bases très solides sur lesquelles les appuyer, des émotions vécues, des faits vécus, je me rappelais clairement des odeurs à l'hôpital, des sons dans la rue, quand je marchais puis que je n'étais pas bien. Toutes ces choses-là
étaient si tangibles que j'étais en mesure de les exprimer avec les mots d'une manière vraiment aisée. Et cette expression-là, ces mots m'ont aidé aussi dans mon processus thérapeutique. Parce que quand on nomme les choses, on les extériorise. Quand on les extériorise, on peut les regarder en pleine face et ça peut nous aider aussi dans notre cheminement. Sauf qu'il y avait aussi l'idée du mot juste. C'est là où j'ai compris l'importance du mot juste. Je vous en ai parlé un peu au début. 2 mots qui peuvent paraître semblables ou être des synonymes, mais il y a des petites subtilités qui vont faire une grande différence. Et comme mon éditrice m'a expliqué ça, m'a montré ça, parce que j'adore travailler avec des éditrices qui vont me corriger, qui vont me forcer à aller plus loin, quand j'ai compris ça, ça a changé la donne, parce que je me suis dit, wow, si je passe plus de temps à rechercher le mot juste, je vais encore plus loin dans ce que je vais exprimer, ça facilite encore plus la compréhension de mon histoire. Alors, écrire le livre a été beaucoup plus aisé pour moi que d'écrire des chansons, surtout que j'avais une histoire vécue dont je me rappelais très clairement, comme je vous l'ai dit, une histoire vécue il y avait beaucoup de substance à raconter. Et par après, je me suis essayée à l'écriture de romans. J'ai écrit un roman et là, je me suis heurtée à un mur. Parce que quand j'ai raconté ma propre histoire, l'histoire était là. Le début, le déroulement, la fin, je la connaissais par cœur, l'histoire. Je n'avais pas besoin de l'inventer, puis de trouver de la subtilité, puis d'essayer de faire en sorte que les personnages soient accrocheurs, que la trame aussi nous donne le goût de rester collés au livre. Mais avec le roman, j'ai écrit un premier manuscrit d'une centaine de pages que j'ai jeté à la poubelle. Je me cognais contre des murs constamment. Ça a été un travail extrêmement difficile pour moi. Mais je suis fière parce que j'ai réussi à le terminer, même si ça m'a pris énormément d'efforts. Et j'ai réalisé que l'écriture de romans, je n'étais pas rendue là dans ma vie, même si j'en avais écrit un, puis qu'il a été apprécié. J'ai eu des beaux retours dessus, mais c'est un art que je ne maîtrise pas encore. Là, je m'apprête à écrire un 3e livre qui est une suite de mon premier par rapport à la santé mentale. Et pour moi, j'aime beaucoup écrire ça parce que je peux faire des références justement non seulement à mon parcours, mais aussi à ma vision de la santé mentale, puis à la déstigmatisation, aux approches qu'il faudrait entreprendre pour que la santé mentale ait une place plus importante dans notre société. Mais le matériau de base, il est là, contrairement au roman. Donc, j'ai une grande admiration quand je lis un roman, que j'ai été subjuguée du début à la fin, que l'auteur m'a pris dans des univers, m'a fait voyager, m'a fait donner envie d'arriver à ce moment-là, dans la fin de ma journée où je prenais un livre au lit et que je pouvais passer une demi-heure. C'est un moment à moi, un moment extraordinaire. Je suis très reconnaissante à ces auteurs qui réussissent à nous faire vivre ça, à nous faire basculer dans une réalité complètement différente que la nôtre, qui fait du bien. On a besoin de sortir de notre tête, on a besoin de sortir de notre quotidien et les mots sont là pour ça. Alors, je vous ai parlé un petit peu justement de mon histoire par rapport à l'écriture, aux différentes expériences d'écriture que j'ai faites. On va se pencher un petit peu plus sur l'émotion maintenant. Puis, je sais qu'on est à distance, qu'on est par vidéo, mais j'ai un petit exercice à vous proposer. Si vous voulez le faire, puis vous pouvez mettre pause ou pendant l'exercice pour le faire avant que je passe à autre chose. Alors, j'aimerais ça que vous écriviez en premier lieu, vous allez écrire 7 mots d'émotions que vous avez vécues depuis ce matin, pardon. Donc, depuis le début de la journée, 7 émotions par lesquelles vous êtes passé. Donc, ça peut être enthousiasme en se levant le matin ou bien paresse ou bien des émotions ou des états. Ça peut être joie, ça peut être jalousie, tristesse, fatigue, un état de fatigue. Ça peut être découragement, espoir, ça peut être volonté du changement. Alors, une émotion, là, grosso modo. Fait que je vous invite à mettre pause peut-être sur le vidéo. Écrivez ces 7 mots-là. Et puis maintenant, phase 2 de notre exercice, vous allez prendre chacun de ces mots-là et vous allez préciser encore plus l'émotion par 2 mots.
Donc, si vous avez mis joie, ça peut se diviser par exemple avec, enthousiasme et entrain. Ça peut se diviser avec bonheur et créativité. Alors, avec le mot, l'émotion plus brute, d'aller trouver 2 mots pour chacun de ces mots-là qui vont encore plus préciser la manière dont vous vous sentez aujourd'hui. Vous êtes senti. Alors, on va mettre pause encore. Je vous laisse travailler là-dessus. Et la troisième phase de notre exercice, on va ramener le tout à un seul mot. Et là, je vous suggère peut-être d'aller chercher un dictionnaire, d'aller sur Antidote, sur le Larousse sur Internet. Vous ramenez ça parmi les mots que vous avez trouvés avec chaque émotion ou chaque état, au mot, la version la plus puissante possible pour exprimer exactement ce que vous avez ressenti. Et vous allez voir que chaque émotion, chaque état qu'on pense vivre est beaucoup plus complexe et vaste que ce qu'on pense vivre. Et qu'en allant regarder vraiment l'origine, le point de cet état-là ou de cette émotion-là, on peut en apprendre encore plus sur nous-mêmes. Alors, je vous laisse une pause et puis vous pouvez aller revenir à un mot juste que vous avez été chercher ou travailler. Alors maintenant, avec vos 7 nouveaux mots, est-ce que vous voyez à travers le chemin qu'on a fait, donc un mot, on est passé par 2, on est revenu à 1, vous pouvez comparer chacun des mots. Donc par exemple, si c'était joie et que là, vous êtes rendu, la joie, c'est plus que de la joie, c'est vraiment, je vais dire, par exemple, vous vous êtes vraiment arrêté sur liberté. Pour vous, vous étiez joyeux parce que vous avez ressenti un sentiment de liberté aujourd'hui. Bien, ça aide à comprendre d'où vient notre émotion. Pareil pour tristesse, si vous aviez tristesse, puis votre dernier mot, ça a été découragement. Ça aide à comprendre d'où vient la tristesse. Puis vous pouvez aller plus loin, si vous voulez, puis je vais vous faire pause encore, l'origine de cette émotion-là. Donc, si vous êtes senti libre, vous regardez, vous allez chercher un mot ou 2, parce que c'est plus un état, ou plutôt une phrase qui dit pourquoi vous vous êtes senti libre ce matin. Donc, ça peut être, je me suis sentie libre parce que j'ai ouvert les rideaux, puis on voyait le ciel était clair, puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des horizons plus vastes que ce qu'on pensait. Si c'est tristesse, et puis que c'est passé de tristesse à je dis pas, on va dire découragement. Vous pouvez dire, j'étais découragée parce que je sais que je me suis réveillée, puis j'avais 100 emails à regarder, puis je ne sais pas comment je vais passer au travers. Et en définissant comme ça chaque émotion, c'est là qu'on peut commencer à regarder où ça va mieux, où ça ne va pas mieux, ce qu'on voudrait changer dans notre vie, ce qu'on aimerait augmenter, ce qu'on aimerait réduire. C'est vraiment, par les mots, c'est le début d'un processus thérapeutique très fort. Fait que vous faites pause et puis vous allez regarder un petit peu l'origine de cette émotion-là. Maintenant, je vous propose, si vous voulez pousser l'exercice encore plus loin, vous revenez à l'émotion et là, vous pouvez vous dire quel est le comportement que ça a engendré chez vous. Donc, joie, on a dit si c'était liberté, le comportement que ça a engendré, bien, j'ai été courir 5 km parce que je me sentais libre dans l'air. Ou bien, je me sentais libre, alors j'ai décidé d'appeler une amie avec qui je m'étais disputée et d'essayer de régler la chose. Je vous donne des exemples comme ça, là, mais je veux dire, ou si c'était découragement, votre comportement, ça a été de ne pas ouvrir votre ordinateur, de prendre un café puis de regarder par la fenêtre. Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de l'émotion ressentie grâce à un mot. On est allé voir l'origine de cette émotion-là, encore une fois par des mots, puis on est allé voir le comportement que ça a créé. Fait qu'une émotion, c'est beaucoup plus qu'une émotion. Il y a une origine, puis il y a des conséquences aussi. Puis il y a une sorte de thérapie, la thérapie cognitivo-comportementale qui regarde vraiment ça. L'émotion, l'origine, puis le comportement, puis on vise à travers ça à changer s'il y a des ajustements à faire, les comportements par rapport à l'émotion qu'on ressent.
Fait que c'est un exercice que je vous ai demandé de faire parce que ça englobe vraiment, ça cerne vraiment le pouvoir des mots. À quel point un mot qui correspond à une émotion peut nous faire avancer dans notre cheminement de vie. Et avec celui-là, on peut se rendre compte aussi de certaines choses par rapport à soi qu'on ne connaissait même pas. Et ça, c'est les mots. Et la langue française est très belle pour ça aussi, parce qu'on a un vocabulaire qui est très riche, très varié, et avec des mots qui ont des origines multiples. Il y a des mots qui ressemblent qui ont plus une origine germanique, d'autres latines aussi. Et c'est le fun d'aller voir, par exemple, dans les origines germaniques ou latines, ça vient d'où, puis si le mot avait exactement le même sens. Bref, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec des mots. C'est comme des pinceaux, c'est comme de la peinture. Donc ça, c'est un petit exercice sur le pouvoir de l'expression de l'émotion. Si on va plus loin avec ça, donc il y a c'est un cours même qui se donne à l'université que j'ai pris qui s'appelle Récit de vie et sens et récit de vie. Et ce cours-là nous invite à faire un grand exercice en 3 étapes. Le premier, c'est de raconter notre vie en 25 pages, sans s'attarder nécessairement à la signification, d'y aller d'une manière plus factuelle. Vraiment de cerner les grandes lignes de notre vie. Puis déjà, en faisant ça, c'est un travail qui met sur le papier, comme on a 25 pages, automatiquement notre conscience va mettre sur le papier ce qui nous a semblé plus important. Puis des fois, on peut relire le papier puis dire « c'est drôle, j'ai pas mis ça. » Peut-être que c'est soit quelque chose qui revêt moins d'importance que ce que je pensais, ou peut-être que c'est quelque chose que j'ai cherché à réprimer ou auquel je ne veux plus penser. Donc, juste à travers les faits, on écrit ça, puis on se relit, on le laisse de côté, on se relit quelques temps plus tard. Et là, le deuxième travail va commencer, c'est-à-dire essayer de voir les liens entre tous ces faits-là. Si, par exemple, on se rend compte qu'on a déménagé 9 fois en 10 ans, pourquoi? Qu'est-ce qui a appelé à ça? Qu'est-ce que ça nous a fait? Et c'est une grande façon d'en apprendre encore plus sur soi-même. Donc, on regarde ces événements-là, on les analyse d'une façon très personnelle, et c'est pour nous qu'on fait ça. On n'écrit pas, on n'est pas obligé de faire une œuvre littéraire. Le but ici, c'est de mettre à l'état brut ce qu'on ressent. Donc, justement, puis ça nous aide à comprendre mieux nos origines. On parlait de l'inné et de l'acquis. Ce qu'on a réussi à accumuler au travers de notre vie, le bagage émotif, là où on est le dénominateur commun de ce qui nous arrive, là où on ne l'est pas, là où on a eu du contrôle, là où on n'en a pas eu. Et encore une fois, donc on fait ce texte-là en racontant notre histoire encore une fois, mais moins dans les faits, plus dans la signification. Et c'est là que le mot juste devient très intéressant. Parce que quand on passe des faits à la signification, ce qu'il y a dans notre tête, en fait, c'est très abstrait. C'est quelque chose qui est composé d'images, de sons, d'odeurs, de souvenirs. Mais ce qu'on va mettre sur papier, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit exactement ce qui est abstrait dans notre tête? C'est en allant rechercher le mot juste exactement. Et ça, c'est un travail, on se donne du temps pour le faire. Le cours dure 6 mois, ce n'est pas un cours de 3 mois. C'est un cours justement qui nous laisse le temps de passer à travers ce processus, de mettre le manuscrit de côté, de passer à autre chose, d'y revenir, d'y aller phrase par phrase, parce que c'est un processus d'introspection, puis ça peut être un processus thérapeutique aussi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on regarde notre histoire plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard, et on observe les liens qu'on a faits. Et là, on peut réécrire notre histoire pour le futur, en fait, écrire notre histoire pour le futur. Pas nécessairement, moi, dans 5 ans, c'est sûr que je vais avoir une maison comme ça ou je vais voyager là. Mais on parle, parce qu'on est dans le futur, de désir, de souhait, de rêve, de ce qu'on a appris dans notre passé à travers le processus d'écriture qui peut nous aider à nous rendre à ces objectifs-là, à ces désirs, à ces rêves-là aussi, à ce qu'on aimerait justement changer. Puis, on se fait un genre de vision board, excusez-moi d'avoir utilisé le terme en anglais, de tableau de visualisation,
par des mots concrets et sur comment on pense qu'on peut y arriver. Et ça donne une très belle structure aussi. Une très belle structure, on parle de rêves, mais les rêves, quand on s'établit un plan, ils deviennent déjà plus concrets, quand on y va étape par étape. Et encore une fois, l'outil le plus fascinant pour pouvoir arriver à détailler ces étapes-là, c'est vraiment par l'écriture des mots. L'image aussi, là on parle des mots, on parle de la langue, mais l'image, ça aide, c'est pour ça qu'on parle de tableau de visualisation, vision board, on colle des photos, on colle des images. Mais par les mots, il y a quelque chose de très, très précis qu'on peut établir également. Alors là, j'aimerais qu'on fasse un autre petit exercice par rapport au récit de vie. Je ne vous demande pas de faire un récit de vie de 25 pages là, à moins que vous ayez envie de le commencer parce que c'est un bel exercice. Mais on va faire un exercice de peut-être 200 mots. En 200 mots, vous commencez par raconter 5 grands événements de votre vie. Donc, ça peut être à 10 ans, j'ai rencontré ma meilleure amie, on s'est rencontrés en mangeant une crème glacée. Ensuite, à 18 ans, je me suis rendu compte que je voulais devenir menuisier parce que j'aimais le bois, parce que j'avais envie de travailler ça. À 25 ans, j'ai rencontré, peu importe, ça peut, là je vous parle d'événements de vie comme ça, mais c'est très subjectif à chacun. Ça peut être la première fois où j'ai vu un tableau de Chagall, puis ça m'a ému. Donc, 5 événements qui vous viennent spontanément à la tête, de manière, encore une fois, très factuelle. On peut mettre pause et puis vous faites l'exercice. Ensuite, donc vous avez vos 5 événements. Vous allez réécrire ce texte-là en essayant de trouver entre chaque événement un lien. Ça va prendre un peu plus de temps. Donc, on revient à l'exemple de Chagall. À 15 ans, j'ai vu mon premier tableau de Chagall. Je suis tombée en amour avec ces images. Il y avait un tableau où est-ce qu'on voyait la nuit. Il peignait la nuit, les étoiles. Et puis, ici, le fait suivant, c'est qu'à 20 ans, vous êtes rentré en génie électrique à l'université. Bien, il y a peut-être un lien que quand vous avez vu ces étoiles-là, vous vous êtes rendu compte que la lumière, ça vous fascinait absolument, puis que vous vouliez travailler là-dedans plus tard. Bref, il y a un lien qu'on peut faire entre tous les événements de notre vie, qui soient de notre contrôle ou hors de notre contrôle. On peut tracer des ponts dans notre vie. Et je vous demande juste de créer avec 1 ou 2 mots, ou même 3, mais pas très long, un pont entre chacune des phrases qui résument un fait de votre vie, un grand événement de votre vie. On va faire une petite pause. Et maintenant, la 3e étape, vous regardez ces ponts-là, vous regardez ces événements-là et vous vous définissez après ça en une phrase, 5 à 10 mots. Qui êtes-vous? Mais basé sur ces expériences-là puis les liens qu'il y a entre chacune de ces expériences-là. Qui êtes-vous? Et on a vu encore une fois le pouvoir des mots dans la définition de sa propre identité, dans le retour sur notre propre vie, dans la création de liens qui peuvent nous aider aussi dans notre cheminement pour des choses qu'on veut changer, qu'on veut comprendre dans notre vie. La création de ces liens-là entre les mots, entre les phrases. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être jugé, qui peut rester très intime, très personnel. Si on a envie de le partager avec quelqu'un d'autre, moi j'avais envie de partager mon histoire avec les autres, mais c'est un choix extrêmement personnel. Et puis, si vous avez envie de le partager avec quelqu'un, si vous avez envie de le refaire, cet exercice-là, dans 1 an, dans 2 ans, parce que ça aussi, c'est très intéressant, de refaire l'exercice, de revenir là-dessus dans 1 an, de se dire « Hey, il y a 1 an, c'était ça mes faits saillants, je me sentais comme ça. » Puis on refait l'exercice. Ou peut-être de faire l'exercice, par exemple, sur l'émotion qu'on a faite chaque jour pour voir notre progression des émotions. Puis comment on se sent, puis s'il y a des patrons qui se dessinent, des répétitions aussi dans nos comportements. Tout ça par les mots. Tout ça par le pouvoir des mots. Le pouvoir de l'écriture, de l'expression, du vocabulaire aussi.
La sonorité des mots, c'est doux à l'oreille. Ça peut aussi, le ton de notre voix avec lequel on utilise les mots peut évidemment déclencher des émotions très différentes. Mais j'espère qu'à travers cet atelier-là, ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre, peut-être à regarder les mots dans un contexte différent que ceux avec lesquels on les utilise chaque jour, donc dans un contexte de travail ou un contexte scolaire. D'utiliser les mots pour soi comme processus de connaissance de soi, comme processus d'expression de soi, d'expression de notre créativité, de notre liberté. Les mots, c'est quelque chose d'infini, c'est un bagage, c'est un univers à travers lequel on peut puiser, dans lequel on peut puiser toute notre vie qui nous accompagneront aussi. Donc j'espère que ça vous a plu. Mon nom est Florence K et c'était un grand plaisir pour moi de parler avec vous de ces mots-là que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Francophonie en Fête tient à remercier tous les artistes qui ont participé à cette édition 2020 un peu particulière. Merci à tous nos partenaires, à tous les bénévoles et tous les techniciens qui ont rendu cette édition possible. Merci encore et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à nos partenaires OLG, le Collège Boréal et le groupe média TFO.